on se rend compte du chemin qu'il a parcouru ici à Saint-Raphaël, c'est extraordinaire. Ça a été vraiment une bonne pioche, certainement la meilleure pioche que Saint-Raphaël ait connue dans son recrutement. Les gens l'apprécient, c'est une belle personne, Raphaël Cochetet. Ça fait partie de ces gens qu'on a envie de connaître, envie de discuter et qui font du bien à notre sport, à notre club. Ce garçon n'est pas là par hasard. Si j'avais fait du sport à haut niveau, c'est quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer parce qu'il est inspirant. À la fois qu'il avait le ballon, c'était un but. Les paliers qu'il prenait, c'était chaque année, il voulait être meilleur buteur de la Ligue, ce qu'il faisait très, très souvent. Saint-Raphaël Varembal, pour lui, c'est très important, mais pour Saint-Raphaël Varembal, Raphaël Cochetet est très très important. On est très fiers de lui, de sa carrière, c'est sûr. Il s'est fait tout seul par son talent et par son travail. En plus du joueur et de ses compétences et de ses performances incroyables, c'est un homme tellement charmant et sympathique que pour le club ça a été génial, quoi. T'es prêt? T'as préparé? Non, j'ai rien préparé, je suis au feeling, mais t'inquiète. T'es au feeling, c'est vrai? C'est parti, moi, y a pas de souci. C'est parti? Ouais. On est bon? Let's go. Ouais. Est-ce que tu peux juste nous parler de ton enfance à toi? De mon enfance, écoute, je suis un petit garçon qui avait une grande sœur, avec Alexandra, qui s'appelle, qui a 7 ans de plus que moi, et j'ai eu des parents qui ont toujours été pour l'éducation familiale, c'est-à-dire nous donner le meilleur d'eux-mêmes, pour qu'on ait la meilleure éducation possible, en tout cas. Ils m'ont donné des bonnes valeurs, en tout cas familiales, puisqu'on n'est pas une famille séparée, on est une petite famille. Voilà, en tout cas, j'ai une enfance heureuse, en tout cas avec du bonheur, et où j'ai appris plein de choses, que ce soit culturellement, intellectuellement et aussi sportivement, puisque j'ai fait beaucoup de choses, quoi. On était en maison jumelée, donc il y avait des enfants de voisinage qui venaient toujours, parce que comme leur maman travaillait, moi je les accueillais largement, donc il était toujours entouré avec d'autres pour faire des jeux. Et puis on avait un stade juste à côté, une piscine tournesol, et beaucoup d'associations de quartier, donc il a toujours été en contact avec d'autres enfants. Puis il a commencé à l'âge de 5 ans, parce qu'il était hyperactif, et il avait des aptitudes pour le sport, il était doué. Donc à 5 ans, on l'a pris dans une association, parce qu'à Montpellier, dans chaque quartier, il y avait le maire à l'époque de Montpellier, M. Fraîche, a voulu dans chaque quartier développer le sport. Et il y avait l'association de foot, donc je l'ai mis au foot. À l'âge de 5 ans, il en a fait, après il a fait du judo. Après, comme il était très hyperactif et même en classe, on m'a conseillé de faire du tir à l'arc. Et par la suite, il était plus fait pour le sport collectif. Il s'ennuyait un peu. Alors j'ai dit, je vais le mettre au basket. Il y avait la SPTT et ils m'ont appelé dans l'année. Ils m'ont dit, on ne peut pas monter une équipe de basket, il n'y a pas le nombre suffisant. Et j'ai pensé que quand il faisait le tir à l'arc dans un autre quartier, c'était dans un gymnase, et il y avait du hand là-bas. Je l'ai raconté plein de fois, je faisais du tir à l'arc, tu vois. Donc c'est rien à voir avec le handball. Du tir à l'arc, c'était une salle à l'étage qui surplombait la salle de handball. Et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert ce sport. Et j'ai dit, tiens, j'aurais bien essayé à mon père. Et la semaine d'après, je suis venu et j'ai essayé le handball et j'ai tout de suite adhéré, quoi. Sport collectif, tu marques des buts, j'étais grand. Donc du coup, et l'entraîneur qui s'appelait Raphaël Gueslan, un entraîneur que j'apprécie énormément, qui a cru en moi d'entrée et c'est comme ça que j'ai découvert ce sport, voilà. Et c'était le MHB, c'était le départemental. Elle a commencé en départemental au MHB, on l'a inscrit là. J'ai besoin de ce côté de performance, de pouvoir être le meilleur, mais à la fois j'ai besoin d'avoir des coéquipiers autour de moi pour cet état d'esprit d'équipe où j'ai besoin de me sentir aimé, sentir les autres, de la vie de groupe. J'adore ça, tu vois, donc non, je pense pas que j'aurais été performant individuellement. Donc j'ai commencé gardien de but, après arrière gauche, en moins de 16, donc ça a été très vite, hein. Après je marquais des buts, mais 16 ans. Donc moins de 16, je commence. Après au début j'ai un peu gardien, après arrière gauche. Je marque beaucoup de buts et tout ça, et on fait un tournoi de centre de formation, enfin une détection de centre de formation. Et au bout d'une journée, il me dit c'est bon, on va pas te prendre, donc tu peux rentrer chez toi. Donc je n'avais pas été pris. Et l'année se passe, et en fin d'année, il y a un tournoi sur Arles qui s'appelle le tournoi à la Rose, là. C'est un tournoi où toutes les équipes un peu de la région
se rencontrent. Et en fait, je joue super bien, ça se passe très bien. On joue la finale contre les moins de 16. Moi, je suis en moins de 16 départemental et eux, c'est moins de 16 régional. Et du coup, je marque. On gagne la finale, je marque, je sais pas, 10 buts, le dernier but de la victoire. Il y avait Patrice Canailly qui était dans les tribunes, qui était là. Et quand je rentre, il appelle mes parents en me disant je voudrais qu'ils viennent au centre de formation. Donc j'avais pas été pris et au final ça s'est passé anecdotiquement. En juin, j'ai été pris au centre de formation par Patrice Canailly qui a appelé mes parents. Quoi. Et à 21h le soir, il m'a appelé. Il m'a dit « Ah oui, votre fils m'intéresse, je voudrais qu'il vienne au centre de formation. » Il m'a donné un rendez-vous. Et voilà, il est rentré donc en centre de formation et en National 2. En 2003, il est parti au championnat du monde de jeunes, junior. Là, il a été le meilleur buteur du championnat, parce qu'il est devenu pro en 2005-2006. À la fin du centre de formation, ils l'ont pris. Ils l'ont pris en contrat pro, MHB. Ouais, nickel. Ça a commencé ? Ouais, en fait, Rafi, c'est un des premiers mecs avec qui j'ai joué, on va dire, quand j'ai commencé ma carrière de haut niveau. Je parle de centre de formation déjà, pour moi c'était le haut niveau. Et il était à Montpellier, lui. Il venait de passer pro. Et il faisait un peu la navette entre le centre de formation et les pros à Montpellier. Et on a commencé à se côtoyer là-bas. Et donc pour moi, là-bas, c'était un ancien. Il avait 3-4 ans de plus que moi. Il faisait partie des exemples que nous, on voyait, qui avaient réussi à passer le cap entre le centre de formation et signer le premier contrat pro. Et Montpellier, c'est une institution, c'est vraiment l'institution du handball français. En plus, à cette époque-là, c'est le plus grand club français de handball, très rigoureux, très strict, avec une rigueur poussée à l'extrême que, en fait, tu n'as jamais connue quand tu arrives d'un pôle, etc. Donc, tu es toujours très sérieux, tu t'entraînes à fond, muscu à fond, etc. Et lui, il faisait partie peut-être c'était le seul mec qui avait un ou deux anciens aussi, des pros, mais dans le centre de formation. Bon, déjà, il venait de Montpellier, donc il avait ses potes là-bas, qui faisaient la bringue, tu vois. Il y avait toujours des histoires, je sais pas, il faisait des freins à main avec sa Twingo, qui pouvait, tu vois, faire des blagues de cons sur le terrain, etc. Donc, il était déjà un peu hors cadre, quoi, tu vois. Alors, je vais vous dire que mon fils était passionné. Oh, moi, j'étais dans la voiture, j'attendais, mon mec pour aller. Et il est arrivé une fois, il est sorti, Canailly ne l'a pas pris. Il était tellement passionné qu'il a donné un grand coup sur le pare-brise, il m'a fondu le pare-brise de ne pas avoir été pris. La déception. Ah oui, ça c'est une anecdote. L'anecdote, elle rigole parce que oui, j'étais déjà un gagneur en fait. Parce que du coup, je crois que j'avais pas joué ce match-là. Et frustré, mes parents venaient me chercher parce que j'étais jeune. Et en fait, je suis rentré dans la voiture, j'ai donné un coup sur le pare-brise, j'étais dégoûté, tu vois. Et j'ai cassé le pare-brise de la voiture. Donc mes parents, c'est une anecdote qui reste quoi, en tout cas. Ah, vous êtes allé chez mes parents, donc d'accord. Ok. Il y avait Guigou, l'ailier Guigou, qui le gênait parce qu'il était remplaçant, mais il n'était pas. Et ils ont décidé qu'il fallait un deuxième ailier et ils ont discuté entre eux. Et à cette époque-là, les ailiers, c'était des petits. Ils cherchaient plutôt des clones de Guigou et d'Anctil, des petits. Et Raphaël, donc, a dû partir. Ok, on est tout bon. Donc vous êtes à l'aise, c'est bon ? Ah, moi, ça va, très bien, très bien. Magnifique. Il fait partie des rares joueurs qui ont pu me rencontrer, parce qu'aujourd'hui, l'âge aidant, il n'y a plus beaucoup de joueurs qui m'ont joué et qui m'ont marqué des buts, parce que Raph fait partie de ces joueurs qui m'ont mis des buts. Voilà, donc lui rentrait en tant que jeune pousse montpelliéraine dans le collectif de l'époque qui était le meilleur de France. Et donc il a eu le plaisir et la joie de me marquer des buts. Ouais. Eh bien justement, est-ce que si je vous dis que le premier but en pro de Raph, c'était contre vous ? Bah écoutez, alors là, vous me l'apprenez, je ne me souviens pas. 5 sur 5. Ça marque plus peut-être le marqueur que celui qui prend le but, mais bah écoutez, ouais, c'est marrant, l'histoire est belle finalement. C'est vrai, premier match contre Saint-Raphaël, 2005. Et ouais, bah écoute, l'histoire est belle puisque c'est lui qui me recrute après, 2 ans après ou 1 an après. Voilà, donc c'est qu'en fait, moi, j'ai été pro à Montpellier et en fait, je pense que j'étais trop jeune et pas assez mature
Donc centre de formation, tu dis ça y est, t'es pro, t'es arrivé. Donc ce qui se passe, c'est que je pense que je me laisse aller un petit peu, quoi. Montpellier, grande ville, ville étudiante, moi je suis encore étudiant, je fais un peu la fête. Je pense que je ne suis pas encore prêt à être professionnel. Puisque j'ai eu mon contrat pro, et en finale, Patrice Canaillé, je rentre de vacances de décembre, je suis convoqué le 2 janvier par Patrice. Écoute, il me dit, Raph, je pense qu'aujourd'hui il faut que tu partes pour pouvoir aller jouer. Moi, j'ai donné la chance à un autre joueur qui s'appelle Samuel Orubia, qui a fait une grande carrière après aussi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que tu partes, il faut que tu ailles t'émanciper ailleurs, jouer. Voilà, donc il a dit, va là-bas, ça te fera du bien. Peut-être même mature. Tu vas te maturer et tu vas apprendre. Et en effet, il a servi de venir ici. Seulement après, il n'a plus voulu repartir. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a compté énormément pour moi parce que je pense que c'est le plus grand formateur et le plus grand entraîneur qu'il y a eu en France. Et moi, je ne l'ai pas vécu au final. Quand tu pars, tu peux être frustré, énervé contre ton ancien club. Peut-être que je l'étais au début, mais avec le temps, j'ai appris et j'ai compris que ça a été le meilleur choix de ma vie, d'aller voir ailleurs et de pouvoir s'émanciper ailleurs. Voilà, l'histoire, elle est belle et c'est pour moi quelqu'un qui a énormément compté, en tout cas sur la gagne, sur l'envie d'être le meilleur, sur cette volonté de faire progresser l'équipe, de toujours d'être la performance. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Depuis 20 ans, c'est d'être le meilleur. En tout cas, j'essaie d'être le meilleur et de donner le meilleur moi-même. Et c'est lui qui me l'a donné avec, bien sûr, Fred Anquetil. Mais c'est ces deux personnes qui sont très importantes pour le handball français. Enfin, en tout cas, Patrice, c'est la personne la plus importante pour le handball français. On devait alimenter et mettre quelqu'un au poste dédié gauche. Et c'est vrai que j'ai trouvé que son côté atypique m'intéressait pas mal dans ma construction d'équipe. Et puis ses performances l'ont prouvé par la suite. J'avais deux clubs. J'avais Ponto-Courbeau, club parisien, qui est en première division, et Saint-Raphaël, qui était en deuxième division. Mais j'ai regardé, ils étaient très bien en classement. Ils allaient monter à la fin de l'année, pratiquement, c'était sûr, quoi. Donc je ne savais pas trop. Et j'ai appelé donc Christian pour dire, voilà, je suis intéressé. Lui m'a dit, viens faire un essai 3 jours. Donc je suis venu faire un essai 3 jours ici. Et ça s'est bien passé, j'étais accueilli par Nicolas Moretti, qui est un joueur emblématique aussi du club. Le vendredi soir, il me dit, bon, on te veut à Saint-Raphaël pour la deuxième partie de saison, par contre, lundi, tu reviens. Donc du coup, je suis rentré le vendredi, j'ai fait Saint-Raphaël-Montpellier. Vendredi, j'étais en panique, etc. Qu'est-ce que je fais pas? J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai fait mes valises et lundi, je suis arrivé à l'entraînement ici, quoi. Et je suis plus reparti depuis janvier 2007, quoi. Il arrivait de Montpellier. C'est une époque où le club commençait à se structurer, où on avait besoin de jeunes joueurs prometteurs. Et je pense qu'on a fait une belle pioche en faisant venir Raphaël Cochetet chez nous. J'ai rencontré Raph au tout début, puisqu'il est là depuis quasiment autant de temps que moi. Voilà, ça a toujours été pour moi un exemple de valeur, de compétitivité. C'était un jeune un peu timide à l'époque, quand il était un peu introverti. C'était pas le joueur aguerri qu'il est aujourd'hui, mais déjà il était un peu atypique déjà de par sa taille. Un ailier aussi grand, c'est rare dans le championnat français. Voilà, mais il a su tout de suite s'adapter. Il a été au contact de très grands joueurs qui l'ont formé, et aujourd'hui il a pris le relais. C'est lui qui transmet aussi certaines valeurs. Ah ouais, je suis arrivé, j'avais 20 ans ou 21 ans. Je suis arrivé là, première fois parce qu'avant j'étais chez mes parents, première fois que j'arrive dans un studio. Donc tu te retrouves, tu deviens un homme, quoi. Entre guillemets, tu dois faire tes courses, te faire à manger, être professionnel. Je me dis, j'ai plus envie que ça m'arrive, ça, qu'on me dise, faut que tu t'en ailles. Donc ça, c'est aussi une volonté que j'ai eue toute ma carrière. C'est-à-dire, j'ai jamais voulu que maintenant qu'on décide pour moi, mais c'est moi qui déciderai de ma carrière. Donc ça a été un grand changement. S'entraîner, gérer son argent, il y a plein de choses qui arrivent, quoi, tu vois. Donc j'arrive dans ce groupe qui était déjà fait, donc c'est compliqué de s'intégrer. Tu avais un joueur emblématique qui s'appelle Nikola Vojinovic, à l'époque, qui était capitaine, qui a une grande personnalité, tu vois, un charisme et tout. Donc je m'intègre petit à petit, mais la chance qu'il y a, c'est que le premier match qu'on joue contre Istres, en fait, je mets 11 buts. Donc direct,
En fait, moi, je suis arrivé avec tu sais, le fait d'arriver dans un club quand même de très haut niveau, tu passes dans un club qui était en deuxième division. Je pense que j'étais, tu vois, j'avais quand même le niveau. Et ça a montré tout de suite, j'ai pu marquer des points d'entrée avec l'entraîneur et que ce soit avec les joueurs. On monte en 2007, c'est ça, t'as raison. Ok. On monte avec cette équipe-là, tu vois, ça c'était D2, France D2. Première année, la montée en première division, la grande bringue à la réserve. Oui, on gagne, on fait cette montée en première division. Je pense que pour le club, c'était magnifique, quoi. On recrute ce joueur et effectivement, on vit un moment extraordinaire durant cette saison puisqu'on rejoint l'élite. Avec forcément déjà la qualité qui était là, hein, le concernant, mais aussi avec un groupe plutôt sympa, bosseur et avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir durant ces moments. Donc on rejoint l'élite pour ne plus jamais la quitter. Donc Raphaël aujourd'hui fait partie des joueurs qui ont fait partie de cette construction pour rejoindre le plus haut niveau et puis d'obtenir tous les résultats assez probants depuis près de 20 ans maintenant. Tu parlais de Christian Godin tout à l'heure, tu as dit à quel point il a été important pour le club et sa rigueur et tout. Pour toi, est-ce qu'il a été particulièrement important Oui, pour moi, oui, parce que c'est le premier entraîneur qui m'a donné confiance, qui a cru en moi, qui a toujours cru en moi depuis qu'il a entraîné, il m'a toujours fait jouer. Sur ça, je peux rien dire, même si je ratais, même si là, il croyait en moi, il me faisait tirer les pénaltys, que je rate, il me faisait tirer. Donc je peux vraiment, sur Christian, certes, il avait cette exigence et il était très dur avec certains joueurs. Je te dis, j'ai vu des joueurs avec lui qui ne s'entraînaient même pas, ils faisaient des pompes et des abdos sur le côté. Des joueurs qui étaient vraiment à la cave. Mais peut-être que c'était comme ça aussi qu'il fallait faire à l'époque. Et moi, je pense que c'était comme ça qu'il fallait faire aussi pour que les joueurs apprennent ce que c'est le haut niveau. En tout cas, pour pouvoir rester en première division, il fallait faire comme ça. Mais avec moi, il a toujours eu l'exigence, il était très dur avec moi. Mais ce côté humain où il m'appréciait, donc je pense que voilà, on a une bonne relation tous les deux. Maintenant qu'il est directeur sportif, on s'entend bien, on se connaît, je veux dire, on s'apprécie. Je sais qu'il m'apprécie énormément. Et voilà, donc on a vécu des belles années ensemble. Pour moi, c'était ancré que Raphaël était l'homme de la situation pour ce poste-là et faisait partie de ce qu'allait devenir Saint-Raphaël par la suite, dans sa construction et dans son avenir européen qu'on avait. Donc oui, j'ai certainement contribué, mais c'est avant tout lui. C'est lui qui a mis toutes les choses en place durant toutes ces années pour aller chercher le meilleur à chaque fois, pour progresser, pour se remettre en question lorsqu'il n'était pas forcément au mieux. Mais moi, j'ai fait que l'accompagner. On ne s'est jamais trop quitté et quand on est revenu ici à Saint-Raphaël, ça a été le premier à m'inviter chez lui. J'ai dormi, je sais pas, 1 ou 2 semaines chez lui quand j'avais pas encore d'appartement. Donc, il m'a vraiment accueilli. C'est lui qui m'a accueilli ici, quoi. D'ailleurs, il m'a tellement accueilli que à la méthode Raphaël, quoi. On avait la reprise, je crois que c'était, je sais pas, le 22 juillet, donc j'étais chez lui déjà depuis 3-4 jours. Et premier entraînement, rendez-vous 8h sur la piste. On part chez lui 8h moins 5. Non, t'inquiète, on habite à 2 minutes. Finalement, c'était pas du tout là où il pensait. Donc premier entraînement où moi j'arrive à Saint-Raphaël, Raph qui m'emmène et 10 minutes en retard, quoi. Voilà. Oui, mais ça, il a toujours été très ouvert. Hein. Il n'a jamais été, oui, non, c'est pas un garçon replié. Hein. C'est pas un introverti, hein. Ah non, pas du tout. Des amis rapidement. Oui, à Montpellier, justement, il avait beaucoup de camarades qui le tentaient à sortir, même quand il était pro. Il n'avait pas tout de suite compris que quand on est pro, il faut une certaine discipline. Et quand il est arrivé à Saint-Raphaël, se retrouver seul face à lui-même et avec des demandes de performance, il s'est imposé une certaine discipline qu'il a gardée. Voilà. Mon anecdote avec Raph, il y en a beaucoup, hein, mais je voulais vous citer une. Pendant un match, il a pris un coup et donc du coup il perd sa dent. L'arbitre lui demande de sortir et lui il court derrière l'arbitre. Non, il me faut ma dent, il faut dent. Donc du coup, les 5 joueurs, voire tout le monde, on est en train de chercher sa dent et on a fini par la trouver et ça ne lui a pas empêché de finir le match et être performant comme il le fait souvent, quoi. Salaud, hein. Wissem, un de mes meilleurs amis, il faut le dire la vérité, on s'écrit presque tous les jours encore, hein, alors qu'il maintenant il entraîne à Mulhouse.
Mais c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui, en tout cas avec qui je communique toujours, qui va venir aussi. L'anecdote est rigolote, c'est vrai que je prends un 2 minutes sur ça, il t'a pas raconté, mais je prends 2 minutes parce que je perds ma dent donc là, sur un coup, et je sors pas au bon endroit. Et l'arbitre m'a mis 2 minutes pour parce que je suis pas sorti par le bon endroit, tu vois. Et puis Wissem, quand il est arrivé sur Saint-Raph, Wissem, il est venu habiter chez Rafa parce qu'il n'y avait pas d'appartement. Alors ils ont toujours des liens proches. Et oui, beaucoup d'anecdotes avec lui. Un grand joueur, Wissem, pour moi, qui représente beaucoup. Il faut savoir qu'il a été élu meilleur à gauche du monde, hein, donc meilleur buteur avant des champions du monde. En Tunisie, c'est le Zidane, si vous ne savez pas, mais c'est comme si c'est Zidane. Donc il ne peut pas se balader dans la rue. Enfin, pour moi, on a été cet été, on est parti chez lui, tu vois. C'est la star là-bas, tu vois. À chaque fois qu'il a un match, Rafa, il retrouve des camarades d'enfance qui viennent au match. Ils font même des kilomètres pour venir. Un peu partout en France, c'est marrant. Ouais, alors moi, je faisais le point, c'est le joueur avec qui j'ai passé le plus de saisons ensemble dans ma carrière. Donc clairement, je pense qu'il me connaît mieux que moi et moi je le connais mieux que lui peut-être parce qu'on a vraiment passé beaucoup de temps ensemble, joué aux cartes ensemble, enfin on était vraiment proches quoi. Et alors moi je suis arrivé, je dirais au moins 4 ans ou 5 ans après que lui soit arrivé, mais tout comme lui, je suis arrivé en tant que jeune joueur, lui aussi était encore plus jeune, et il a fallu qu'on gagne le respect des autres autour de nous, il a fallu qu'on passe des étapes. Lui, il les a passées un petit peu avant moi, parce que je n'étais pas encore là justement, et qu'il est un petit peu plus vieux aussi. Mais c'est sûr que c'est ce club-là, Saint-Raphaël, qui nous a fait grandir, qui nous a permis de nous émanciper, avec son côté haut niveau, mais cette espèce de souplesse qu'il y a aussi quand même dans l'organisation, qu'on n'avait pas à Montpellier justement, et qui, je pense, lui comme moi, nous comment dire, ouais, nous correspondait moins et nous étriquait peut-être un peu trop, tu vois. Et lui, il a un vrai côté artiste, tu vois. Il a une très grande créativité au quotidien, même. Je sais pas, il a toujours des idées qui passent à gauche, à droite, mais sur le terrain, c'est la même chose. Donc si le cadre est trop strict, en fait, tu vas le brider. Et cette folie qu'il a, qui lui permet de marquer autant de buts dans des moments où tu ne t'attends pas, ou des situations un peu compliquées, si tu la brides, eh ben, il peut pas être au niveau où on l'a connu, quoi, où il est encore aujourd'hui, quoi. Raph, je l'ai rencontré, déjà on a été adversaires au début. Après j'ai vraiment appris à le connaître quand je suis arrivé au club, où j'ai été en chambre avec lui. Donc j'ai passé 9 ans en chambre sur tous les déplacements. Donc là on a créé des liens d'amitié au-delà du terrain. Donc tempérament, moi plus calme. Raph plus pour dire une petite anecdote par exemple, je faisais très souvent le sac de Raph le matin en partant du déplacement sur nos soirées. Sérieux ? Sérieux. Parce que du coup il y pensait pas ? Parce qu'il était très tête en l'air. J'étais un peu son papa du lendemain. Je crois 11 ans en chambre ensemble, tu vois, donc ensemble on se connaît par cœur, quoi, tu vois. Et c'est un ami intime, c'est un ami avec qui je me confiais, qui compte énormément pour moi. En tout cas, j'ai pas de mots pour, voilà, c'est un mec avec qui qui a des valeurs, mais immenses. On pourrait écrire un livre avec Raph. Il y en a une en particulier qui s'est passée quand on est parti en Biélorussie. On est sorti, soirée difficile, hein, on a bien fêté notre victoire et pour rentrer à l'hôtel, on a pris le taxi. Sauf qu'on s'est endormi dans le taxi. Et là, on est arrivé à la centrale des taxis et je laisserai Raph raconter la suite parce qu'il la raconte beaucoup mieux que moi. Et voilà, c'était une belle anecdote. Je peux pas raconter la suite. Je peux vraiment pas raconter la suite. Il y a une hache dans l'histoire et on a une belle cicatrice tous les deux, voilà. Donc,
Maintenant, je la raconterai en privé pour certains, mais voilà, pour ceux qui savent, c'est l'histoire de la hache. En fait, moi, j'étais pas trop bringueur, mais on est quand même sortis ensemble. Le seul problème de Rafi, c'est que quand il dépasse la limite, tu vois, il contrôle plus ce qu'il fait, tu vois. Et vu que quand tout le monde l'aime bien, etc., tu es obligé de le protéger, être à côté de lui, faire ses machins. Et lui, il continue ses conneries, à toucher les cheveux des gens, à te faire chier, à machin, tu vois. Juste, jamais méchant, toujours en train de embêter, tu vois, machin. Mais ouais, on a été un paquet à le ramener à l'hôtel, quoi. Voilà. Maintenant, je suis un peu moins parce que j'ai les enfants. Mais oui, ça m'a porté défaut à Montpellier, je te l'ai dit. Hein. D'abord, j'étais un gros brinqueur. Par contre, j'ai toujours assumé. Moi, j'étais plutôt. Je peux sortir à 5h et me lever le lendemain à 8h30 et je m'entraîne à 10h, il n'y a pas de souci. Oui, je suis plutôt quelqu'un qui ambiance, qui aime l'ambiance, qui est assez festif. Toujours été comme ça. Mais voilà, je l'assume. Mais j'ai toujours assuré derrière. En tout cas, j'ai une belle anecdote sur ça, d'ailleurs, je vais te raconter. Donc, elle est rigolote. On joue Ivry à l'époque. Et en fait, la veille, on sort avec Moretti, on sort jusqu'à 5-6 heures du matin. Et le lendemain, je joue à Ivry, tu vois. Donc maintenant, je ne fais plus ça, hein. Ça, chez les entraîneurs. Prescription. Ouais, la prescription. Et on joue, je me réveille, tu rentres à 6 heures du matin, je me réveille, moi, à 14 heures. Et on a rendez-vous, genre à 17h, tu vois, 17h30, on a rendez-vous pour le match le soir, tu vois. Et on joue le match, et je mets 11 buts le soir, tu vois. 11 buts, et je transpirais jouer, je transpirais l'alcool et tout. Hein. Donc je mets 11 buts, et le lendemain, il y avait marqué dans le titre du journal de Var Matin, l'ivresse de Cocheteux, tu vois. C'était un jeu de mots sur l'ivry et tout, tu vois. Mais en fait, j'étais joué vraiment, j'étais encore un peu sous, tu vois, et j'avais fait un super match, quoi, tu vois. Et oui, c'est vrai que j'ai un peu cette étiquette avec moi, un petit peu de bon bringueur, mais de bon vivant. Mais à la fois aussi sur le terrain, je pense, tout le monde me respecte, en tout cas, sur ce que je fais sur le terrain, quoi. Alors, en fait, moi, je pense que il faut partager les moments avec les gens, tu vois. Les gens ils viennent te voir, que tu gagnes ou que tu perdes, et il faut quand même aller les voir. Et moi, c'est vrai, bon, j'aime bien avec le vestiaire aussi, mais j'aime bien aussi aller boire un coup avec les amis qui sont venus, ils se déplacent, les bénévoles, les gens. Il faut aussi passer du temps avec eux, et puis c'est un sport, enfin, on fait pas que, enfin voilà, même s'il y a des missions, enfin, on a des exigences du club à avoir, tu vois. Je pense qu'aussi c'est important de passer du temps avec les bénévoles. À l'époque, tu sais, quand on joue les matchs, les 3-4 premières années, tu vois, même jusqu'à la Coupe d'Europe, hein, on jouait, on restait avec les bénévoles jusqu'à 2h du matin. Et moi, j'étais habitué, quand je suis arrivé les plus jeunes, on arrivait, on restait jusqu'à 3h du matin à boire des coups avec Véro, avec tous ces bénévoles, tu vois, et avec les dirigeants aussi, hein, qui venaient avec nous. Hein. Donc je pense que j'étais éduqué comme ça, et pour moi, c'est important, en tout cas, après le match, de ne pas m'enfermer, même si tu as perdu, d'aller boire une bière avec eux, avec les gens, remercier les gens, les publics, les gens qui se déplacent pour te voir. En tout cas, c'est comme le rugby, pour moi, c'est des valeurs humaines, quoi. Effectivement, Coupe de la Ligue, cette année-là, on était plusieurs à être arrivés au club. L'objectif, c'était à la fin de l'année de se qualifier pour une place européenne. Et le chemin le plus court, c'était d'être finaliste. C'était même pas de gagner une coupe sur la Coupe de France ou Coupe de la Ligue. C'était d'être finaliste. Et là, on a eu un parcours assez incroyable. On s'est retrouvé un petit Final Four à Nantes. Et on se qualifie sur des tirs au but avec le dernier but de Raresh Fortenano à l'époque, qui a qualifié pour la première fois le club de Saint-Raph en Coupe d'Europe. Allez, cette fois, on retrouve Fortunano face à Siffert. Et ça passe, et voilà, ça passe définitivement pour cette équipe de Saint-Raphaël qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue. Saint-Raphaël, on le disait, le petit poussé qui s'impose face à Dunkerque au tir au but. Qualifié et européen. Qualifié pour la première fois de leur histoire. C'est magnifique ce qui arrive à cette équipe. On vous a vu très volontaire ce soir au niveau, vous personnellement, mais aussi toute l'équipe. On voyait le banc qui était debout en permanence quasiment à encourager. Qu'est-ce qui vous a porté? C'est l'envie de... Parce que l'Europe, ça y est, la Coupe d'Europe, elle est presque là. Oui. C'est surtout, on était un groupe, on voulait montrer qu'on était un groupe. Et que... On recule un peu parce qu'on gêne un peu l'échauffement des champions. Voir aussi
c'est important pour nous, on montre qu'on est une famille, on est un groupe à Saint-Raphaël. Et qu'il n'y en a pas un qui sort du lot, on est tous ensemble et on avance tous ensemble. C'est ça qu'on a montré ce soir. Quand on marquait, c'est tout le groupe qui marquait. Donc voilà, c'est ce que j'ai voulu montrer en serrant les poings, etc. quoi, voilà. C'est la victoire d'un groupe, d'années de travail, d'un groupe qui s'est fédéré autour d'une chose, se qualifier en Coupe d'Europe et demi-finale contre Dunkerque. Le président était là, Ginesta et monsieur le maire est monté nous voir. Un moment unique pour moi, tu vois, tu participes à quelque chose d'emblématique pour le club. Je pense que quand Georges Ginesta a pris était à la mairie et qu'il a dit je veux faire du handball le sport de la ville, et c'est pour ça qu'il voulait qu'on arrive à jouer la Coupe d'Europe, c'est 10 ans, c'est des années de travail, tu ne pourrais pas imaginer en tout cas pour tout faire quoi. Et pour moi c'était un moment unique, en plus le capitaine Rarej qui marque le dernier but, qui tire jamais de pénalty de sa vie, qui marque le dernier but. Ouais, c'était magique. Pour moi, c'était un des plus beaux moments, en tout cas, dans ma jeune carrière. Voilà. Oui, bien sûr. C'est la première classification en Coupe d'Europe. Hein. Donc on est à Dunkerque, à Nantes. Donc c'était notre premier objectif, c'était de participer à une Coupe d'Europe. Donc forcément, il y a un moment fort. Voilà, quand il y a le dernier penalty marqué, voilà, toute l'équipe va se jeter sur le terrain et on arrive à partager quelque chose d'assez exceptionnel. Et le sport véhicule ces images-là, ces émotions-là qui sont tout à fait particulières. Et en plus dans les sports collectifs, hein, où on a des valeurs très fortes. Et on a pu le partager avec Raphaël et toute l'équipe. Et voilà, ça c'est des moments très forts qui marquent une carrière aussi, qui marquent beaucoup de monde. Voilà, ça c'est des moments très forts. Et alors voilà, dès qu'il a été en départemental, il a commencé à collectionner les buts. Et il avait, voilà, ça c'est sa première année de départemental. Vous voyez un peu ce qui marquait 10-13 buts par match. Il a explosé là. Il était déjà remarquable. Hein. Oui, mais déjà à l'époque, je regardais pour être meilleur buteur de mon championnat quand j'étais jeune, en moins de 16, en moins de trucs, je regardais tous les trucs. J'ai toujours voulu être cette volonté d'être meilleur buteur en fait. Donc c'est vrai que une fois que je l'ai compris, quand j'étais pro, que je voulais être meilleur buteur, j'ai toujours regardé les stats, je voulais marquer, je me donnais des objectifs personnels, tu vois, à la fois collectifs, mais aussi des objectifs individuels. Et c'est ce qui a fait que j'ai duré, je pense, dans le temps. C'est que je joue actuellement et que moi, à l'époque, c'était 8 buts par match. Je voulais mettre 8 buts. Et je pouvais gagner le match, être content pour l'équipe, mais si j'avais pas mis mes 8 buts, j'étais déçu, tu vois. J'étais triste. Et 8, c'est pas 8 sur 16, hein, mais 8 sur 9, 8 sur 10, tu vois. Et donc, même la nuit, je repensais à ces 2 tirs que j'ai ratés. Je dis, putain, c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? J'aurais dû le mettre là, tu vois. Mais ouais, ça veut dire ce que c'était, c'est qu'à l'époque, déjà, je voulais être le meilleur buteur, en tout cas dans ce que je faisais. Et ça a continué après à Montpellier, parce que j'étais déjà meilleur buteur de l'équipe à Montpellier, hein, en jeune, hein, en centre de formation. Et après, à Saint-Raph, c'est vrai que je regardais toutes les semaines, je regarde le classement, je regarde le premier, allez, encore 5, je peux le dépasser lui, encore 6, tu vois. Je suis comme ça, et encore que je le fais encore maintenant, tu vois. En 2017, sur cette même année, on a croisé Adrien Dipanda et en discutant sur le docu, il nous a dit de te parler d'un match de fou contre Melsungen. Je le dis bien. Ça c'est vrai, ouais, c'est bon. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu peux nous raconter ça? Là oui, par contre, je dis pas. Ouais, un match pour l'accession, en quart de finale de Coupe d'Europe. On gagne d'un but ici, donc, et on va jouer là-bas, à Melsungen, dans une salle où il y a 8000 personnes, les Allemands. Donc quand tu joues en Allemagne, c'est emblématique, hein. Tu as 8000 personnes qui font des clap-clap comme ça, tu vois. Il faut le vivre une fois dans sa vie. Et on gagne là-bas. Et on leur met 8 buts, 7 ou 8 buts je crois. Hein. Et donc là, oui, c'était un moment unique parce que on a vu un groupe qui était fort mentalement et qui était prêt à gagner. Et on est arrivé là-bas des tueurs, quoi. En fait, ce moment-là, où on est qualifié pour la première fois au Final Four de la Coupe d'Europe, c'est, je pense, le moment de consécration du club. Et d'ailleurs, c'est après coup, maintenant que j'y pense, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas gagné, parce que le simple fait d'y aller, c'était déjà une consécration, tu vois. Et alors qu'il aurait fallu qu'on se dise qu'il fallait gagner pour la consécration, donc, mais peu importe. Et il y a une fois, il y a Canaillé qui disait, on lui demandait, c'est quoi la recette pour gagner des titres depuis le temps, je sais pas, vous avez regagné une Ligue des Champions, qu'est-ce que vous faites? Il dit, un titre, on le célèbre pendant, on va dire, une semaine, mais il faut 10 ans pour y arriver, tu vois. Et cette
ce Final Four de Coupe d'Europe, là, en fait, c'était plus que 10 ans, c'était déjà 20 ans ou 25 ans de préparation qu'on commençait avec l'époque de Ginesta, l'ancien maire, Krakowski, etc., qu'on commençait à mettre des choses en place petit à petit, et tu vois, à professionnaliser le truc, à faire grandir, à créer une atmosphère, etc. Et ça a été le point final, tu vois. Et c'est pour ça que ce moment-là, il reste gravé, je pense, dans sa tête, comme dans l'ensemble des gens qui ont participé à un moment donné à ce club, parce que, en fait, nous, on était présents, les joueurs, mais en fait, nous, on faisait juste partie on était juste une partie de l'histoire, quoi. Et on est arrivé à ce moment-là, et voilà. En gros, Saint-Raphaël avait réussi à passer les étapes que des villes comme Berlin, tu vois, normalement, c'est des grosses villes, tu vois, Montpellier, c'est des grosses villes. Et là, tu parles du petit village gaulois, tu vois, qui a réussi avec sa potion magique à arriver à créer ça, quoi. Donc, c'est ça, je pense que tout le monde a retenu, c'est en se disant, putain, mais personne ne connaît Saint-Raphaël, c'est où Saint-Raphaël, etc. Mais ils sont là, quoi, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait aussi la fierté de la ville et du club, et des joueurs, bien sûr, à ce moment-là, quoi. Raph, on s'est rencontrés fin 2017 lors d'une soirée. Il était avec mon oncle, Julien Guillemat, qui était à l'époque joueur au SRVHB. On était dans une soirée, dans un lieu public, et puis le hasard fait qu'en fait, mon oncle arrive avec des potes à lui à cette soirée-là, et Raph était avec lui. Et du coup, il m'a présenté à Raph, spontanément. Et moi, j'étais impressionnée, parce qu'un garçon de 2 mètres, c'est pas tous les jours qu'on en croise. Et on a échangé quelques mots, on s'est présenté, on a même échangé quelques pas de danse, ce qui était plutôt drôle, parce que Raph, il a sa petite manière de danser, c'est assez unique. Mais voilà, nos situations personnelles à ce moment-là ne présageaient pas du tout qu'un an plus tard, on puisse se recroiser et à ce moment-là, tomber amoureux et créer une histoire. Et maintenant, ça fait 6 ans et on est parents d'un petit garçon qui s'appelle Gabriel, donc voilà, c'est que du bonheur. Et en fait, on s'était déjà vu... On s'était rencontrés une fois avant, 1 an avant, en boîte de nuit, il faut le dire, voilà. L'histoire elle est comme ça, on s'était rencontrés, mais moi j'étais en pleine séparation. Et elle avait quelqu'un, et donc quand on se rencontre avec quelqu'un, moi j'étais en séparation, et c'était la cousine à un de mes meilleurs amis, Julien Guillemat. Et donc du coup, elle avec quelqu'un, on ne s'est plus parlé, on ne s'est pas parlé, rien eu. Et 1 an après, on a rediscuté ensemble. Et en fait, on s'est rencontrés en janvier, la veille du réveillon, on s'est rencontrés la première fois tous les deux. Elle est venue chez moi, on a discuté pendant 3 heures. Après, chacun est parti à sa soirée. Après, elle est revenue à la maison, on a discuté jusqu'à 5 h du matin. Et voilà, donc, J'étais hyper gênée parce que c'est pas de moi d'avoir le courage d'aller vers un homme comme ça. Et puis ce jour-là, je me suis dit, allez, pourquoi pas, Lorraine, on écrit une nouvelle page et puis on verra bien. Et puis finalement, quand je l'ai vu, j'ai été tout de suite sous son charme. Raph, il m'est à l'aise, ça a été très fluide. On a parlé de tout, de rien, mais tout était naturel et ça nous a donné envie, je pense, des 2 côtés de se revoir. C'est quelqu'un qui est extrêmement positif. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive dans la vie, rien ne peut l'affecter parce qu'en fait, il pensera toujours aux solutions et aux choses positives. Il ne se laissera jamais affecter par le négatif. Donc, quoi qu'il puisse se passer, je pense que c'est quelqu'un qui restera toujours... c'est bon, c'est pas grave, ça va aller, t'inquiète pas. Et c'est vrai, au final, tout se passe toujours bien. Mais c'est vrai que parfois, je me dis qu'il ne m'entend pas assez, mais c'est ça, c'est son caractère et c'est ce qui fait qu'il est là où il est aujourd'hui. En fait, je pense que la famille, elle est importante dans le sport, quand tu es sportif, parce qu'elle te donne un équilibre. Et je pense qu'elle m'a donné l'équilibre qu'il me fallait pour pouvoir réussir et continuer, en tout cas, le sport. Voilà, donc je pense qu'elle est importante. C'est plutôt quelqu'un de l'ombre, c'est pas quelqu'un qui va mettre en avant. Mais par contre, voilà, c'est une fierté de l'avoir tous les jours à côté de moi, en tout cas avec les enfants. Voilà. Elle m'a donné la plus belle chose qui soit au monde, c'est un petit garçon, Gabriel, donc voilà, donc je suis fier, quoi. Donc avec son fils de 4 ans, il est fou avec son fils. Il a tellement attendu d'être père. Voilà. Il s'occupait énormément de son fils. Parce que sa compagne part très tôt, à 7 h du matin. Donc c'est lui qui lève les 2 enfants, qui les fait déjeuner, qui s'occupe des repas. Elle rentre à 7 h 30 le soir, donc il s'occupe énormément des petits. Il est toujours, même loin, il est toujours en relation vidéo avec le petit. Il est très... il a l'esprit
Il aime beaucoup les enfants. Il est toujours disponible avec les enfants, c'est lui qui va aller leur lire l'histoire le soir, c'est lui qui va passer du temps avec eux pour les amuser, les dépenser. C'est un papa qui est très investi dans son rôle, sans oublier aussi que à la base c'est aussi un beau papa, puisque moi j'avais un petit garçon qui s'appelle Timaël quand on s'est rencontrés, et qu'il a su tout de suite prendre son rôle de beau papa à cœur. Et je pense qu'on a beaucoup de chance qu'il soit rentré dans nos vies. Donc non, il gère tout avec simplicité comme il est dans la vie. Raph, il a attendu tellement longtemps ce moment où il allait être appelé pour la première fois en équipe de France avec les résultats, avec ses performances. On espérait tous qu'il soit appelé le plus rapidement possible. Ça a tardé, hein. Alors je ne sais plus à quel âge il a été appelé, mais c'était bien après la trentaine, c'était tardif. Hein. On espérait, hein, je vous dis franchement, au vu des résultats de mon fils, on était déçus à chaque fois. Hein. Sa grande frustration, c'est l'équipe de France. Je pense que vous avez dû en parler à un moment donné, mais qu'il aurait amplement mérité d'en faire partie depuis très très longtemps. Il a fait une petite pige, mais bon, à l'époque, il y avait une forte concurrence avec Michael Guigou. Voilà, mais il avait toute sa place dans cette équipe de France. Alors c'est vrai que Raph, même lui-même, il a tendance à dire que par rapport à tout ce qu'il a pu faire en termes de score et puis d'être meilleur buteur de l'histoire du handball, à côté de ça, c'est pas pour autant qu'il a été plus sélectionné au poste d'ailier en équipe de France. Je pense que ça va rester une frustration pour lui, bien qu'il ait quand même été sélectionné à 32 ans et je pense qu'il était hyper heureux d'avoir enfin cette première sélection, même si elle tombait un petit peu tard. Mais c'est vrai que je pense quand même qu'il gardera de la frustration par rapport à tout ce qu'il a pu montrer en termes de rigueur, de discipline, d'amour pour son club, de respect envers les supporters. C'est quelqu'un qui va aller vers les gens, qui va discuter avec eux. Donc je pense qu'il y aura une petite frustration quand même du fait de ne pas avoir été autant médiatisé que d'autres joueurs à d'autres postes et pour d'autres raisons. Il y a une grosse frustration, notamment due à l'équipe de France, qui était pour lui, et je pense que tout le monde sait qu'il aurait mérité aller avant en équipe de France et gagner sûrement plus de titres que ce qu'il a gagné. Et là, je pense que le fait de voir que la Ligue, l'ensemble des acteurs du handball lui rendent un hommage vraiment émouvant à chaque match, il doit se dire que quand même, tu vois, tout le monde le savait et que tout le monde reconnaît à sa juste valeur. Et je pense que ça, c'est... Alors, j'en suis pas sûr, mais je pense que c'est quand même aussi une sorte de soulagement en se disant « Ouais, tout le monde savait, mais j'aurais mérité, mais il pouvait pas... Ça dépendait plus de lui, quoi. » Je pense qu'il aurait mérité plus. Après, il y a aussi des choix qui sont dus à sa personnalité, c'est-à-dire qu'il a choisi cette fidélité à Saint-Raphaël et qu'à un moment donné, il aurait pu partir dans des plus grands clubs et se rapprocher plus vite de l'équipe de France. Et le fait de jouer dans un club qui ne jouait pas la Ligue des Champions, ça met quand même un petit frein pour le sélectionneur. Mais sa personnalité faisait que lui, il se sentait bien ici. Et je pense que c'était plus important ça que juste aller chercher quelque chose d'incertain, quoi. Ben, je pense que pour tout sportif, c'est la plus belle chose qui soit au monde, c'est de porter le maillot de l'équipe de France. Et moi, je l'ai porté très tard, donc à 32 ans, tu vois. Et Dieu sait comme je le voulais, ce maillot, et Dieu sait comme voilà, j'ai tout fait pour, en tout cas, parce que j'ai été pendant longtemps meilleur buteur de championnat, deuxième meilleur, tu vois, et à un moment donné, je disais jamais je vais y arriver. Et pour moi, c'était vraiment un objectif personnel, en tout cas, je m'étais donné, quoi. Tu vois, je regardais la liste, à chaque fois que je voyais la liste, je voyais pas mon nom, j'étais déçu, quoi. Et même pour le club, tu vois, parce que je représentais le club. Et quand j'ai eu cette première sélection, ça a été un bonheur absolu, quoi. C'était le premier match à Reims, contre la Norvège, je joue, je mets 5 buts, je crois. C'était absolument incroyable, quoi. Derrière, je fais l'Euro, je gagne une médaille de bronze. C'est la plus belle médaille pour moi qui existe, tu vois. Je fais un discours d'équipe de France, tu sais, pour gagner cette médaille. Je ne sais pas si vous avez ce discours qui reste. C'est devenu, tu sais, c'est un discours qui est arrivé pas du tout préparé, hein, c'est instinctif, quoi, tu vois. Voilà. Donc, quelque chose à dire, monsieur Gauthier? Non, moi, ce que je veux dire, c'est que je voulais parler ce matin, mais j'ai pas osé parce que je suis pas légitime dans l'équipe. Mais sachez que j'espère vraiment qu'on va gagner demain parce que j'aurai peut-être la chance de gagner une seule médaille dans ma carrière avec l'équipe de France. Donc j'espère qu'on va tout donner demain pour gagner cette équipe et que
sais que vous avez gagné énormément de médailles d'or, et peut-être le bronze, c'est pas la même valeur pour vous. En tout cas, pour mes yeux, c'est quelque chose d'énorme. Donc j'espère qu'on va se battre et que moi, je vous donnerai tout pour que vous soyez le meilleur demain, en tout cas. C'est ce que j'aimerais dire. Et ça a été ma plus belle réussite, en tout cas dans mon temps de carrière, j'ai eu la chance de connaître ça, quoi. Donc j'ai pas de regret, sinon j'aurais eu ce regret, quoi. Parce que quand tu es sportif de haut niveau, en tout cas si tu cherches à être le plus haut, le meilleur, c'est l'équipe de France. Et je pense que je le méritais avant et ça arrivait tardivement, mais ça a été la plus belle médaille. Pas forcément or, mais c'était la bronze, mais ça reste pour moi une médaille la plus belle. Et je remercie Didier Dinard qui m'a donné cette chance de jouer et de pouvoir apporter ce maillot, quoi. C'est grâce à lui que je l'ai aujourd'hui, c'est la vérité. Donc je le remercie, je le remercierai jamais assez pour ça, quoi. Tu as 20 sélections en équipe de France, comme ton numéro. Ouais, tu vois. Ouais. C'était peut-être écrit. Ouais, peut-être. Moi, c'est une fierté en fait d'avoir pu représenter la France avec ce club. Et ça, d'être fidèle déjà il n'y a pas beaucoup de joueurs qui font ça. 2, je suis tombé amoureux de cette ville, ça c'est clair et net de ce club. Je veux dire, j'ai vraiment je suis une fierté d'être maintenant je me sens raphaélois, quoi. Je suis pas Montpellier, je suis raphaélois. J'ai une fierté d'avoir porté ce maillot, d'avoir porté les couleurs, d'avoir transpiré pour ce club. Ça reste un épiphénomène, hein, parce que le temps, l'espace-temps où il a joué, où je crois, de mémoire, il a raté un match. Et encore, je crois que bon, c'était plus pour le reposer qu'autre chose, ou qu'il avait un petit souci. Mais donc c'est un joueur qui n'a jamais été blessé, qui a eu une régularité en termes de performance. Encore une fois, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je ne vais pas vous rappeler que c'est le meilleur buteur de l'ENH, c'est pas pour rien. Mais c'est complètement incroyable. Ça fait plus de 20 ans qu'il joue à ce niveau-là. Il n'y a pas d'autres joueurs, il n'y a pas d'autres exemples dans le championnat français, voire européen, d'un joueur qui ont joué aussi longtemps sans se blesser. C'est surtout ça aussi, c'est qu'il ne se blesse pas. Il a le record en lui. On le dit souvent, alors avec les coachs, quand on en parle, avec Christian Godin, directeur sportif, mais avec tous les gens qui l'ont entouré, le record est essentiel dans sa carrière. C'est pour ça qu'il a eu de tels résultats et qu'il s'est inscrit dans une telle longévité et qu'il est recordman absolu des buts. C'est pas anodin, c'est un méticuleux. Effectivement, je savais qu'il notait tous ses buts dans un carnet et qu'il suivait. Il s'était fixé la barre des 2500 buts et puis aujourd'hui c'est 2006 qu'il dépasse. Et puis il a sûrement fixé dans ce carnet-là un autre record et tant qu'il ne l'aura pas atteint, il va tout faire pour l'atteindre. C'est un gagneur, un méticuleux et effectivement le record en tant que tel a une importance pour lui qu'il n'y a peut-être pas chez tous les joueurs. C'est ce qui fait ses caractéristiques, oui, bien sûr. Alors, c'est ça des fois qui est un peu déroutant avec lui parce que quand tu vois ses résultats, quand tu vois sa carrière, quand tu vois le nombre de buts qu'il a marqués, etc., tu peux te dire, un peu à l'instar d'un Cristiano Ronaldo, tu vois, le gars il doit être hyper rigoureux, il doit tout calculer, il doit avoir une concentration extrême, tu vois, avec une pression phénoménale, etc. Mais il a une capacité qui est très rare, c'est d'être capable de switcher d'un... le match il n'a pas commencé, mais on est déjà, l'arbitre il va bientôt siffler, se retourner vers sa chérie, faire un petit coucou, finalement il a vu un pote à lui, ah c'est trop bien, machin, tu vois, un petit machin, une petite merde, et 30 secondes après, boum, ça y est. Et de switcher je te passe d'une connerie à je passe à la machine goal que tout le monde connaît, tu vois. Et ça, c'est un peu déroutant pour l'ensemble des coéquipiers. Et moi le premier, parce que moi par exemple j'ai besoin d'un temps de concentration très long. J'ai besoin que ça monte petit à petit et de rester dans ma bulle, etc. Et la plupart des joueurs, c'est ça. Tu vois, tu arrives dans le vestiaire, tu commences à te mettre avec une musique, concentré, commencer à visualiser, etc. Et lui, il peut être là, en train de te sortir une blague, venir, tu vois, tu es en train de mettre ton lacet, il te fout dans le cul, tu passes, là, tu dis, mec, oh, on joue là, tu vois. Et lui, non, tu vois, il switch dans le truc, tu vois. Donc des fois, c'est assez déroutant, tu vois, parce que tu te dis, putain, non, il va pas être prêt. Mais 10 secondes après, ça y est, il s'est mis en Raphaël Cocheteux, je vais marquer des buts, et ça y est, il est concentré, tu vois. On a une anecdote aussi, apparemment, il cachait même des arrêts maladie au coach et au médecin,
s'il avait une blessure au doigt ou quelque chose, pour quand même venir Ouais. s'entraîner, jouer. Tu as déjà vu un truc comme ça, tu t'en souviens? Ah ouais, moi je l'ai vu plein de fois, déchirure au mollet, non, c'est bon, ça va le faire, etc. Je sais pas, la seule fois vraiment où il a dû se faire arrêter, il a raté un match en 20 ans, je pense, à Saint-Raphaël. Il en a raté un, ce qui est juste incroyable, enfin c'est même pas normalement humain, quoi. C'est quand il s'est cassé le doigt et malheureusement, en fait, il était de côté. Donc le médecin l'a obligé à faire une fracture, faire une radio. Et là, on a vu que c'était cassé, quoi. Mais si le doigt, il avait été cassé droit, lui, il aurait refusé la radio parce que tout le monde savait qu'il était cassé. Mais à partir du moment où on l'a vu, le médecin, il a obligation de le mettre à l'arrêt. On vous en a parlé de ça? On nous en a parlé, t'as des infos. Ah, Raph, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un personnage. Hein. C'est-à-dire que même si sur le papier il est censé être au repos, s'il estime que lui il est capable d'aller jouer, peu importe fracture ou blessure, déchirement, il ira jouer. Et je pense qu'il a quand même beaucoup de chance. Parce que mine de rien, les blessures se sont jamais empirées du fait qu'il n'ait pas eu du repos comme c'était préconisé. Après, je pense aussi que les personnes qui le conseillaient de se reposer, elles savaient aussi à qui elles avaient affaire et elles se doutaient bien qu'à l'entraînement ou au match suivant, il serait sur le terrain. Après, Raph, si personne le sait, personne le sait. Ça vient de famille, monsieur. Hein. Chez moi, même malade, on va au travail. Mon mari aussi. Ça passe après, les petites douleurs, pas le genre. Hein. Bon, c'est sûr que si le médecin voulait l'arrêter, il en était hors de question. Hein. Raph, son but c'était de jouer, de gagner, de marquer des buts. Donc, un compétiteur, hein, on en reviendra toujours, un compétiteur avant tout. De toutes ces années, il n'a jamais été blessé. Je crois qu'il a loupé un match une fois parce qu'il avait une fracture ouverte du doigt et encore il voulait le jouer. Ouais, c'est remarquable. Ça veut dire qu'il a un physique à toute épreuve, quoi. Et pourtant, c'est quelqu'un qui se donne sur le terrain, qui va jouer 1 heure. Raphaël ne se blesse pas. Il a des performances à l'entraînement qui sont remarquables et dont nos jeunes doivent s'inspirer parce que effectivement, à presque 40 ans, il a un cardio à toute épreuve. Voilà. C'est ce qui l'a, je pense, aidé dans sa carrière aussi pour être aussi performant. Parce qu'il a joué tous les matchs. Donc ça, c'est un avantage de plus sur les adversaires, quoi, bien évidemment. Et lui, je lui dis tout le temps, parce que je l'ai vu franchement frôler la mort, mais un paquet de fois. Mais vraiment un paquet de fois, frôler la mort et littéralement frôler la mort. Et lui, il revient toujours, quoi, et quasiment indemne. Et je pense qu'il a un truc comme un chat, là, il a ses 7 vies. Je l'ai vu plonger dans une piscine avec sa dos, la tête la première. Il s'est à peine égratigné le nez alors que n'importe quel mec, il est tétraplégique. Je l'ai vu en trottinette à Madrid, prendre une voie à contresens, frôler un bus plein fer. Enfin bref, le mec, je te jure, mais il a un truc qui fait que, je sais pas, c'est un chat. Il a 7 vies, mais je crois qu'il en a déjà grillé au moins 4-5, tu vois. En tout cas, moi, j'en ai déjà vu au moins 4, tu vois. Heureusement qu'il arrête la carrière maintenant. Ouais, il faut qu'il arrête là, je crois. Il a cette notion de la gagne et voilà, être deuxième, rater des matchs, pour lui c'est très compliqué à vivre. On s'en rend pas compte, hein, mais... Raphaël, je pense que c'est un grand compétiteur qui a vraiment ce côté de record personnel qu'il a envie de combattre tout le temps, un peu plus. Même si c'est son propre record, il va vouloir aller au-delà. Et certainement aussi que le fait qu'il ait passé autant de temps à Saint-Raphaël et qu'il ait fait toute sa carrière dans le même club, c'est pas comme s'il avait pu être dans différents clubs, avoir différents championnats, ou même s'il en a vécu, bien sûr. Hein. Et il a aussi peu de sélections en équipe de France, donc je pense que ça lui tenait à cœur d'avoir son propre record et son propre challenge, en fait. Et le fait qu'il soit persévérant, c'est quelqu'un qui peut être blessé, il va quand même aller jouer, il peut être malade, avoir de la fièvre, il ira quand même s'entraîner. C'est quelqu'un qui lâchera jamais et je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est vraiment lui, c'est sa manière. Je pense que c'est vraiment son mental qui fait qu'il repousse les limites encore et toujours et je pense qu'il y a encore d'autres choses à venir dans un autre contexte. Au tout début qu'on était ensemble, du coup on regardait les matchs à la télé avec mon fils Timaël. Il nous a dit ce soir je vais vous faire un petit signe au pénalty ou au tir à l'aile que je ferai. Qu'est-ce que vous voudriez que je vous fasse comme signe? Et du coup avec Timaël on a réfléchi puis on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait nous faire comme signe, on a pensé à plein de choses bien sûr. Et puis Timaël il m'a dit non maman, dis-lui qu'il nous fasse un petit doigt.
Donc du coup, je lui ai dit, on veut voir un petit doigt levé à chaque but. Et de là, à chaque match, on a le droit au petit doigt levé. Et en mars 2021, à la naissance de Gabriel, de lui-même, il a décidé d'en faire 2, dédiés du coup aux 2 enfants. Voilà, donc ça a commencé comme ça, finalement, c'est devenu un petit peu une marque d'à chaque but, tu vois. Et du coup, je trouve ça assez rigolo, c'est un petit symbole et une petite fierté. Et maintenant, quand, tu vois, on a joué là, le dernier match à Tremblay, et il y a mon fils qui m'envoie un petit message à la vidéo en me disant « Ce soir, tu mets plein de buts avec le petit doigt », il me faisait le petit doigt, tu vois. Donc c'est devenu notre truc, et je pense que maintenant, c'est un truc qui m'identifie, quoi. Voilà. Il se pose beaucoup de questions, il m'en a posé beaucoup. Moi, la saison dernière, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux reprolonger avec moi ?» Mais je lui dis « Raphaël, c'est implicite, c'est toi qui décides, quoi. Si tu le sens, moi je suis le plus heureux, si tu le sens pas, il faut t'arrêter. Mais c'est ton choix et je le respecterai. » Et c'est ce qu'on a fait. Et bien nous en a pris, puisqu'il s'avère que c'est une saison remarquable. Pour l'avoir vécu et en avoir parlé avec Kunja, il ne le sait pas encore. C'est quand il va arrêter son dernier match, qu'il va se retrouver le lendemain chez lui, et qu'il va les premiers jours, les premières semaines, que là il va se dire « Ah oui ». Et il va manquer quelque chose, forcément il va lui manquer quelque chose, parce qu'il a vécu pendant plus de 20 ans le sport professionnel, c'est toute sa vie. Donc voilà, il y a une période d'adaptation que tout sportif doit vivre. Voilà, ça sera à lui aussi de la vie, mais il est bien entouré, il a une femme, il a des enfants, voilà, parce que c'est important aussi la famille. Dans ces moments-là, on a besoin de sa famille pour justement que cette transition se fasse du mieux possible, parce qu'elle n'est pas toujours évidente. Pour l'instant, je suis plutôt dans un mood finir bien ce que j'ai commencé depuis tellement longtemps, et j'apprends la suite, parce que ça va me manquer. Mais à la fois, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et donc c'est les émotions partagées, quoi. J'arrive pas à réaliser que je vais arrêter, mais à la fois j'ai envie de voir aussi ce que va être l'avenir. Donc tu vois, c'est 2 émotions différentes, quoi. J'ai la sensation que là, il est apaisé, de se dire que ça y est, il va passer à autre chose, alors qu'il y a encore 1 an, il n'était pas prêt. Et il avait besoin d'atteindre ce chiffre de 40 ans, jouer jusqu'à 40 ans, c'était ça en tête. Et en tout cas, je le sens apaisé, je le sens fier aussi de ce qu'il a fait. Raphaël, ça fait bien 2 ans, je pense, qu'il prépare sa fin de carrière mentalement. Il est passé un peu par toutes les étapes. Déjà, par exemple, si je dois parler d'il y a 6 ans, quand je l'ai rencontré, il était numéro 1 à son poste. Il avait qu'une envie, c'était de passer 60 minutes sur le terrain. Et en fait, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu grandir sur ces 6 dernières années et prendre un autre rôle. Il y a 6 ans, j'aurais dit, Raph, il lâchera rien. S'il joue 59 minutes, il est capable de râler, de ne pas avoir joué les 60. Et plus les temps est passé, et plus il a pris ce rôle où il est plus dans le conseil, dans l'observation, il va vouloir transmettre. Maintenant, il partage son temps de jeu, et il s'est préparé vraiment, je pense, à laisser totalement sa place en fait, à Drévi, par exemple, qui, je pense, il admire. Et il est très heureux aujourd'hui de lui apporter des conseils et de savoir que l'année prochaine, ce sera lui qui aura la place de numéro 1, en tout cas totalement. Je te dis, ouais, j'ai peur parce que ça va être un changement de vie. Moi, tous les matins, je me lève, je suis heureux de faire ce que je fais, quoi. J'ai pas de blessure, j'ai pas de problème physique, tu vois. Donc je m'entraîne. Je veux dire, je me sens bien, physiquement, j'ai pas de soucis. Peur et à la fois, envie de savoir ce qui va se passer après, quoi. Donc voilà, mais fier de ce que j'ai fait, de pouvoir atteindre toutes les limites que moi je m'étais données, en tout cas, que ce soit avec le club, avec l'équipe de France, avec familialement aussi, avoir eu un enfant. Je veux dire, j'ai tout eu avec ce club, j'ai tout vécu, des fêtes, des réunions de crise, des victoires. Donc je pars la tête serein en te disant merci le handball de m'avoir donné. Parce que aussi, il faut dire, ce que je dis, c'est que j'ai rencontré des gens depuis 2007 qui m'ont donné toutes les valeurs que j'ai, des très belles personnes qui vont rester amis à jamais. Et donc je les remercierai jamais assez pour ça. Et puis fier de ce que moi j'ai donné, en tout cas j'essaie de donner le meilleur de moi-même, et j'espère que les gens se souviendront de moi en tant qu'un joueur avec des valeurs et un grand buteur et un joueur qui a mouillé le maillot, quoi. Mais voilà, je pense que j'ai vécu les choses comme je devais les vivre. J'ai pas de regrets. En tout cas, je suis fier d'être resté 18 ans dans ce même club. J'ai rencontré des gens, que ce soit des bénévoles,
des supporters, des dirigeants, des coéquipiers surtout, tu vois, avec qui j'ai des affinités et que je reverrai après, quoi. Donc toutes ces personnes-là qui font qu'aujourd'hui je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui et qui m'ont donné toutes ces valeurs en tout cas. Voilà. Maintenant c'est à moi de transmettre en tout cas maintenant à mes futurs jeunes ce que moi on m'a donné, quoi. Je me souviens très bien quand il a battu le record des 2500 buts, c'était ici à domicile. Je ne dis pas qu'il l'a calculé, parce qu'il serait même très très fort pour ça, pour l'avoir à domicile et non pas à l'extérieur, devant son public, parce que ça aussi ça a une importance pour lui. C'est pas pour crâner ou pour être... non, c'est parce que pour lui, le partager avec son public, avec ses amis et dans son palais des sports, c'est hyper important. Et je m'en rappelle parce que il inscrit ce but en toute fin de première mi-temps. Donc voilà, c'est une explosion de joie et du public. On a revu les images il n'y a pas très très longtemps à travers un reportage. Le public a sorti des banderoles et tout ça. Et on a vu Raph s'éteindre en deuxième mi-temps. Et voilà, il avait rempli ce qu'il avait à remplir. Et après, ça a été difficile de se remettre dans le bain et de retrouver la motivation. Mais il a vite retrouvé, parce que les matchs d'après, il a continué. Et il s'est déjà fixé un autre record pour y arriver. Mais voilà, mais aujourd'hui, si Raphaël Varlballen est là, il y a beaucoup de personnes qui ont contribué à sa réussite, mais Raphaël en est un des artisans majeurs. Après, où j'en suis très reconnaissant, c'est d'avoir été fidèle à Saint-Raphaël. Il est resté à Saint-Raphaël pendant tout. Il aurait pu partir, Raphaël. Il aurait pu quitter Saint-Raphaël parce qu'il avait des opportunités, certainement. Il avait un potentiel pour jouer ailleurs. Mais il a été fidèle à Saint-Raphaël et ça, pour nous, c'est important, voilà, qu'un joueur s'identifie à notre club et nous, on s'identifie aussi à lui et ça, c'est très bien. Il a ce besoin-là de prendre énormément de plaisir pour être bon, tu vois. Il faut que la partie plaisir soit vraiment, la jauge plaisir soit vraiment quasiment au taquet pour arriver à performer. Et si tu lui enlèves cette partie plaisir, et qui veut dire peut-être chanter dans le vestiaire, aller dire bonjour à ses potes avant le match, aller dire bonjour à sa famille ou ses potes après le match, tu vois, échanger avec les jeunes, tu vois. Si tu lui enlèves ça, eh ben, il n'y a pas ce qu'il faut pour arriver à performer, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il a voulu rester dans ce cadre-là à Saint-Raphaël, parce qu'il y a une vraie notion de famille ici, et ce côté plaisir qui est présent, et il l'a vécu, et on l'a vécu ensemble à Montpellier, où cette partie plaisir est vraiment mise de côté, et il y a une vraie partie notion de travail qui, pour lui, n'est pas compatible avec sa vision de comment performer, quoi. S'il est encore là aujourd'hui, s'il prend encore autant de plaisir aujourd'hui, ça veut dire qu'il a réussi à garder cette énergie-là et ces plaisirs-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est ça que le monde du handball veut lui rendre, en disant, écoute, peut-être qu'à un moment donné, tu aurais dû être en équipe de France, tu aurais peut-être été champion du monde, champion olympique, etc. Tu as fait le choix aussi de rester là-bas. Mais aujourd'hui, on te prouve que tu as été aussi un exemple pour plein de monde, tu vois. Peut-être pas le même exemple qu'un Karabatic ou qu'un Guigou, mais tu as un autre style d'exemple de fidélité, d'amour du maillot pour le club, de longévité. Et pour moi, c'est la plus belle réussite qu'il puisse faire. Qu'on puisse lui, tu vois, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire en tout cas. Bah moi je crois qu'on a eu beaucoup de chance de croiser Raphaël Cocheteux. Alors il n'y a pas que lui bien sûr, parce que ça ne met rien sur les autres joueurs qu'on croise dans une carrière de président, mais je pense bien sûr à Jean-François qui t'a fait venir au club et lui aussi est fier et c'était bonne pioche. Hein. Je pense à différents entraîneurs qui t'ont entraîné, à Christian qui a commencé à Saint-Raphaël avec toi, mais à Da Silva, à Rarech, etc. Et bien évidemment à Benjamin. C'est beaucoup de fierté pour ces gens-là, pour nous en tant que président, d'avoir croisé avec une partie de carrière avec toi. Donc voilà, bravo encore et puis bon vent pour l'année prochaine et puis les saisons qui vont arriver. Merci beaucoup. Je pense que quand Jean-François a arrêté, qui était le grand président, c'était compliqué d'être derrière lui. Et je pense que Pascal, qui a repris les rênes il y a 2 ans maintenant, qui est chef d'entreprise et qui sait où le club va. Moi, je pense que maintenant, le club est entre de très bonnes mains avec Pascal. Et j'en suis fier. Et en tout cas, voilà, je le remercie aussi parce que cette année que je fais, c'est grâce à lui. Hein. Bon, mais il y a mes entraîneurs, bien sûr, aussi. Mais l'année que je fais cette année, pour la dernière année, il m'a laissé le choix l'année dernière, en fin d'année, en me disant, parce que j'étais en fin de contrat,
qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux arrêter ou tu veux continuer? C'est toi qui prendras la décision. Nous, on est pour que tu continues ou tu arrêtes. Voilà. Et j'ai pris le temps de réfléchir avec ma femme et j'ai pris la décision de jouer arrêter à 40 ans. Bah, ce que je veux dire, c'est que j'aimerais le prendre au boule la prochaine fois. On se fait un petit tête-à-tête au boule. Peut-être que là, j'aurai la possibilité de te battre. Je me dis, grand homme, grand président, qui m'a marqué en tout cas, parce que je pense qu'il a marqué beaucoup de gens depuis que Jean-François reste unique. Et voilà, moi, je veux dire, ce mec-là m'a fait confiance des années, hein, tu vois, moi en signant les yeux fermés, quoi. Donc voilà, et je pense qu'il a amené ce club au plus haut niveau. Il est parti avec le tapis rouge, quoi. Donc voilà, merci pour tout, Jean-François, et vraiment merci. Voilà. Si je peux lui dire quoi, bienvenue Rafi, bienvenue dans ce monde d'anciens. On ira faire des matchs d'anciennes légendes ensemble, tu vois. Et on prendra du plaisir au paddle. En tout cas, ouais, la seule chose que je peux te dire, c'est tu peux être fier de ce que tu as fait, tu peux être fier de l'exemple que tu as montré à tous les jeunes. Et tu as fait grandir l'image du handball français et du handball raphaëlois, mais du handball français en règle générale. Donc merci pour tout. Merci. C'est Adrien Dipenda, grand capitaine. Un mec que j'adore et que j'apprécie, que je veux voir en dehors. Donc voilà, grand capitaine, grand ami en dehors. Voilà, merci. Coucou mon frère, un petit message pour te dire combien je suis fière de toi, combien je suis admirative de la carrière que tu as eue, des valeurs que tu portes, humaines et sportives, et combien j'ai de chance de t'avoir à mes côtés dans ma vie. Voilà, je t'aime fort, je t'embrasse, à très vite. Ma sœur, Alexandra, donc, qui habite à Montpellier. Ma sœur, c'est une sœur, quoi. Tu vois, on s'aime, il n'y a pas de souci, on ne se voit pas souvent. Le problème, c'est qu'on ne se voit pas trop souvent, parce qu'elle travaille beaucoup. Je sais qu'elle est fière de moi avec son fils, il me regarde tout le temps les matchs. Et je sais qu'elle est très fière de moi et je sais qu'elle va pleurer toutes les larmes de son corps dans les matchs, que c'est quelqu'un de très émotive. Moi, un peu moins. Bon, j'espère que je n'arriverai pas à trop pleurer, mais je serai ému. Mais elle m'a suivi, elle compte pour moi. Voilà, c'est ma sœur, quoi. Je l'aime. Non, oui, on va lui dire qu'on est fiers. Qu'on est fiers de lui. Ça, on lui a déjà dit, hein, souvent. Et qu'il continue à aller de l'avant. Bravo, mon fils. Oui. Bravo. Oui. Bravo, mon fils. Et là, c'est du fond du cœur. Hein. Tu as eu une belle carrière, mon fils. Dès 16 ans, j'ai vu ton don. Dès 16 ans. J'ai cru en toi dès 16 ans. J'ai vu que tu étais au-dessus du lot. Ah, oui. Et pour ça, je suis fière. Elle a une mère qui a été... Voilà. Qui a été là. Hein. J'ai toujours vu que tu étais au-dessus. Il y a une maman... Et j'aurais voulu que tu sois plutôt en équipe de France parce que tu le méritais largement. Mais bon, tu l'as été. Et tu as eu une belle carrière et j'espère que tu auras une très belle reconversion auprès des jeunes. Parce que tu as le sens du partage, tu as le sens de l'équipe, de la collectivité, le sens du club. Voilà. Bonne continuation à toi. Et on est toujours là pour toi, tant qu'on peut. C'est émouvant pour nous, hein, parce qu'on on a un certain âge. Quand je pense à lui, c'est émouvant. Mes parents, écoute, je pense que ma mère a beaucoup pleuré, c'est sûr. Alors l'anecdote, c'est que mes parents, ils n'aiment pas beaucoup match, hein, faut le savoir ça. Hein. Et s'ils en ont eu 3 fois, hein. Une fois à mai 2000, quand j'étais là, ils ne savaient pas d'ailleurs, c'était la première fois. Ils vont venir au dernier match, ils ne sont pas venus d'année. Et une fois, ils sont venus à Montpellier. Mais mes parents me stressaient quand je les voyais jouer. Et après, ça me stressait. Donc, je n'arrivais pas à jouer quand mes parents étaient là. Donc, par contre, ils me suivent à 100%. Ils ont cru en moi. Ils sont fiers de moi, ça je sais, tu vois. Donc, ils sont très, très émus. Je sais, elle m'appelait. Alors, c'est rigolo parce qu'elle me dit si je joue la Coupe d'Europe, mais continue encore un an, là. La Coupe d'Europe, ça se joue et tout. Et j'ai dit vraiment, j'ai fait un choix. J'ai pris une décision à un moment donné, pas se retourner, tu vois. Donc voilà, je sais que elle, ça va lui faire bizarre que j'arrête, mais c'est la vie, quoi. Donc mes parents sont âgés, mon père, je crois qu'il a 82 ans. Donc moi, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont fiers de moi et voilà, quoi. Gabriel, quand il pensera à son papa, quand il sera plus grand, j'aimerais qu'il se souvienne que son papa, c'est quelqu'un qui est très humble, c'est quelqu'un qui a du respect pour tout le monde.
C'est quelqu'un qui donne sans compter sur le terrain et en dehors du terrain. C'est quelqu'un qui a besoin de transmettre et de créer une vraie cohésion avec tout le monde. Que c'est quelqu'un de très humain, de persévérant, qui lâche jamais rien. C'est un compétiteur hors norme. Et surtout, c'est quelqu'un qui a un cœur qui est immense. Et on le remerciera jamais assez pour ça. Vous allez me faire pleurer. Ah, trop mignon, ils sont là. Le timing est parfait. Coucou! Comment il fait papa avec le petit doigt? Tu nous montres, toi? T'es fière de l'avoir? Oui. C'est vrai? Maman, elle n'aurait pas pu te réveiller. Mais Lino, c'est mon préféré. Lui, je trouve que c'est un homme exceptionnel. Il est très gentil. C'est vrai? On fait un petit message à papa, Gabriel? Oui. Qu'est-ce que tu voudrais dire à papa, toi? Raph, on voulait te remercier de tout ce que tu nous apportes au quotidien, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Oui. Tu es une personne extraordinaire. On a énormément de chance de t'avoir dans nos vies. Et je ferai rien différemment. Et j'espère surtout que tu vas gagner et que tu vas pas te blesser au dernier moment. Et je t'aime. Et pour ton dernier match, par contre, j'espère beaucoup que tu vas gagner. Et je suis un peu content en même temps, parce qu'au moins, tu vas pouvoir passer plus de temps avec nous. Je suis très fière de toi. On est tous très fiers de toi. Moi, j'ai pas dit. À toi. Je t'aime. 1, 2, 3. Raph, on t'aime. Coucou. Salut d'amour. Ça va? Oui. Mais merci. Rien. Allez, venez. Ça va, chérie? T'es pas allé à l'école? Hein? Bonjour. Merci beaucoup. Mais ouais, tu vois, tu m'as fait pleurer. C'est pas grave. Ben voilà, ça c'est la famille. En tout cas, c'est ce qui me permet d'être ce que je suis aujourd'hui. Ben, je suis fier, en tout cas, de ma petite famille. En tout cas, ils me portent de l'amour, plein de bonnes choses, et j'essaie d'être le meilleur pour eux. Et s'ils sont fiers de moi, c'est le plus important. Voilà. Hein? Voilà. Ah bah, ce dernier match, il va être très intense. Déjà, je pense que s'il doit tirer un penalty, imaginons que ce soit dans les 10 dernières minutes, on va peut-être se dire que ce sera le dernier penalty qu'on va voir. Moi, je crains l'émotion quand même. Ce dernier match, je pense qu'il va être très émouvant. Rien que moi, là, d'en parler, j'ai envie de pleurer. Donc, je pense que ça va être une soirée qui va être magnifique, mais qui va être très intense. Les gros, donc on se prépare à ça, hein. Allez les gars, 1, 2, 3, ça va. Ça nous appartient là. Allez les gros, allez, faut lâcher les chevaux là, hein. Allez, on fait plaisir, ce soir. Allez les gars, on le prend. Allez, on roule dessus les gars. C'est sport.
Allez